Jeff Fillion. JeffFillion.com. Jeff Fillion. Le prochain podcast est une présentation d'Ameublement Tanguay qui vous offre toujours son calendrier virtuel depuis quelques temps maintenant parce qu'on est en plein mode de Noël. Vous pourriez gagner l'un des 8 bas de Noël avec 750 000 $ en prix à gagner à l'intérieur. On a un grand choix de celliers, de refroidisseurs à vin, de machines à café automatique ou encore à capsule. Seiko, Jura, Philips, Nespresso. Entre autres, la machine à café Philips est à 499$ en ce moment. Facilité de paiement disponible jusqu'à 50 versements. Signez votre Noël à Ameublement Tanguay. On magasine en magasin, bien sûr. Et aussi en ligne à tanguay.ca. La livraison, elle est gratuite partout au Québec. Il est dans nos studios, vient d'entrer, en pleine shape, à part ça, Max Bernier, qui est à la tête d'un nouveau mouvement qui est en train de brasser le Canada comme on n'a pas vu. En tout cas, moi, rendu à 50 ans, je pense pas que j'ai vu ça de mon existence. De voir des Canadiens qui s'unissent dans des salles pour entendre parler un politicien puis créer quelque chose. On n'a pas vu ça beaucoup au Canada. Max Bernier, bienvenue dans nos studios de Radio Pirate. Merci d'invitation. Ben, ça fait plaisir. Max vient de sortir des studios de Radio X et je t'ai donné, Max, les commentaires de mon chum Dom Moret. Tiens, je vais les donner aux gens qui nous écoutent en ce moment. Dom, qui est un gars assez terre-à-terre, assez carré habituellement. Et là, c'est rare que je le vois comme ça. Il dit « Attache ta tuque ». Il est bon en sacrement. Le nouveau Mad Max, allumé avec du gaz d'avion. Turbo Max, full nitro. Je suis renversé. Il est en forme en maudit. Es-tu tombé dans la piscine de Cocoon? C'est quoi? Je cours à chaque matin. Oui. Est-ce qu'il y a encore des grandes courses de fou là, ou plus du 5 km? 5, 10, dépendamment. Là. Mais effectivement, je m'entraîne pour un marathon. J'aimerais faire peut-être le marathon de Miami à la fin janvier. Il est dans mon agenda, mais dépendamment de ce qui se passe, peut-être que je vais devoir le canceller. Mais j'aime ça avoir des buts dans la vie. Ouais. Et vu que ce marathon-là... C'est une super shape, là. Je te regarde. C'est vraiment une shape... on essaie de se tenir en forme. Oui. Est-ce que c'est un marathon aussi? Ce que Max Bernier a décidé il y a quelque temps de quitter le Parti conservateur et de partir à zéro. Quelque chose qui, jusqu'à maintenant, c'est un peu... C'est très grassroots, c'est très particulier comme mouvement. Je sais qu'on le voit peut-être pas encore nécessairement dans les sondages, mais c'est très rare qu'on voit des rassemblements de gens qui arrivent d'un peu partout, de tous les horizons, pour venir montrer que la politique, et c'est le cas dans plusieurs pays, on le voit en France, on l'a vu aux États-Unis, il y a des choses que les gens commencent à être étouffés avec le système qui date maintenant. Est-ce que c'est ce que tu sens dans les rassemblements? Est-ce que les gens ont besoin de carrément, puis après ça, le populisme, ou peu importe ce que les gens veulent mettre comme étiquette, mais il y a quelque chose, les gens veulent s'approprier à nouveau le pouvoir. C'est ce que tu sens dans les rassemblements? Pour moi, tu as absolument raison. Ça dépasse nos attentes. Nous, on a créé un parti politique et après un mois, on avait 30 000 membres. On pensait avoir 10 000 membres, 3 fois plus. Mais dans les rassemblements, ce qui me surprend, c'est que je suis en politique depuis 12 ans. Habituellement, lorsqu'on fait un rassemblement, bien, les députés du coin ou les organisateurs ont un but pour ramasser tant de personnes. Puis on va emmener 5 personnes, 10, 15. Puis bon, combien de personnes on a? Nous, on envoie un courriel et les gens, on a commencé en Colombie-Britannique, à Vancouver, et des gens venaient de partout. On a eu plus de 300 personnes là-bas. On pensait avoir 150 personnes. Des gens qui venaient de tous les coins de la Colombie-Britannique, des gens qui me disaient « Maxime, j'ai fait 3 heures de route pour être ici ». Et ça nous dépasse. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on peut créer le parti, parce que le parti, là, c'est quoi? C'est 4 personnes à temps plein à Ottawa, mais plusieurs centaines de bénévoles partout à travers le pays. Et ces gens-là en ont marre des politiciens qui font de la politique traditionnelle en essayant de plaire à tout le monde. Nous, on dit, bien, regarde, on a une plateforme, on croit à ça, on a des convictions. Si vous aimez ça, venez avec nous. Puis si vous n'aimez pas ça, bien, c'est pas grave, il y a 3 autres partis, puis votez pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas d'étiquette. Maxime Bernier est vu comme un libertarien, il est vu comme quelqu'un qui a des idées très arrêtées, plus vers la droite, etc. Mais ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas cette étiquette-là de dire on veut être telle chose très précise. Puis il y a des gens, entre autres, dans l'Est du Canada qui ont dit, regarde, nous, on a voté NPD, puis on veut se joindre à vous parce qu'on trouve que le cartel du lait, c'est pas bon pour les pauvres. Donc, ça peut
ça peut être une coalition aussi. C'est ça qui est. Parce que jamais j'ai entendu Maxime Bernier dire c'est de droite, c'est plus à droite que. Donc, c'est vraiment un parti qui est ouvert à beaucoup de gens qui sont insatisfaits de la politique au Canada en ce moment, c'est ça? Oui, effectivement, et qui réunit les gens sous des valeurs très précises, des idées très précises, des réformes très précises, et qui est en ligne avec les principes du parti, la liberté, la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Puis oui, vous avez raison de dire, sur l'exécutif de mon parti à Terre-Neuve, je parlais avec l'exécutif au téléphone, et puis les gens se présentaient, puis la personne me dit, Maxime, j'ai toujours voté NPD, et pour la première fois, je vais voter pour toi, pour ton parti. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec moi? Là, vous êtes trompé. Connaissez-vous notre programme? Et comme tu viens de dire, bien moi, c'est important, l'abolition des subventions aux entreprises et l'abolition du cartel du lait. Puis, c'est pour ça, c'est des dossiers très importants et c'est pour ça que je me joins à ton équipe et je vais t'aider à former ce parti-là. Donc, on peut avoir des gens qui viennent de d'autres allégeances, même des Canadiens qui n'ont pas voté. J'étais à Gatineau après l'événement qu'on a fait là-bas. Je serrais des mains avec des gens. Un jeune de 28 ans vient me voir. J'ai jamais voté, je ne crois pas aux politiciens. Pour la première fois, j'ai voté. Il y a 30% de Canadiens qui n'ont pas voté à la dernière campagne électorale. C'est une clientèle pour nous. Des gens qui en ont marre, des politiciens. Ou des gens qui, comme moi, n'allaient pas voter. Parce que moi, la position du Parti conservateur, une fois que Maxime Bernier n'a pas gagné, que j'ai vu pourquoi ils ont fait gagner, pourquoi ce qui s'est passé à cette course à la chefferie-là, la manière que ça s'est passé, moi, ça m'a élevé tout goût de voter pour le Parti conservateur du Canada. Donc, je devenais un orphelin politique au moment où c'est arrivé cette chose-là. Parce que, pour moi, d'ailleurs, c'est très bizarre de voir que c'est pas la gauche qui défend l'histoire du cartel du lait. Ça devrait être tout le monde, en fait. On a toujours basé ça sur l'accessibilité. Les produits de base doivent être disponibles aux gens qui ont des bons revenus et des moins bons revenus. Et ça va à l'encontre de tout ça. C'est drôle de voir que c'est des gens de droite qui défendent ça. Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est ce que les gens de gauche oublient et les médias oublient. C'est souvent le cas. Les gens de droite habituellement défendent les intérêts de la classe moyenne d'une bien meilleure manière que ceux de gauche. Ceux de gauche défendent leurs intérêts pour continuer à enrichir la machine et à avoir leurs avantages. Les gens de droite veulent défendre la classe moyenne. Et à ce moment-là, en tout cas, moi, j'étais carrément quelqu'un qui n'avait plus de parti. Je me serais probablement abstenu de voter aux prochaines élections. La manière que ça a commencé, là, avant, il y a eu la course à la chefferie, des gens qui se sont improvisés conservateurs, qui n'ont jamais voté conservateur de leur vie. Ça a été, regarde, d'ailleurs, ce parti-là devra revoir comment ils nomment leur chef parce qu'ils se sont rendus compte que leur système ne fonctionne pas. Mais il y a eu d'autres choses. Avant tout ça, il y a eu un nouveau Maxime Bernier sur les médias sociaux, surtout Twitter. Oui. Puis, beaucoup de médias ont dit « Ah, il fait du Trump ». Mais avouons-le, c'est une tribune extraordinaire. C'est sans filtre. On n'a pas besoin des médias qui découpent les partis qu'ils veulent pour oublier le reste. On peut aller directement au point. On peut envoyer ses idées, ses valeurs. Et on peut également, puis ça a été par exemple un point tournant il y a peut-être quelques mois, Maxime Bernier qui, de temps à autre, commence à mettre au visage des gens qui vont répandre des fake news ou répandre des interprétations de choses qui ont été écrites ou dites, etc. Et ça, je pense que ça touche beaucoup de monde. Les gens commencent à avoir pas juste un ras-le-bol des politiciens, mais également de ce monopole, même s'ils sont plusieurs, parce que c'est toutes les mêmes idées médiatiques. La pensée unique. La pensée unique dans les médias, ça, je pense que ça joue beaucoup. Et Maxime Bernier le voit dans ce regroupement parce que l'abolition de CBC Radio-Canada, surtout au Canada anglais, on entend parler beaucoup. Oui. Les gens le veulent. Moi, je peux dire qu'un des tweets les plus populaires que j'ai fait, c'est lorsque j'ai dit c'est fini la rectitude politique. Oui. Je pense qu'on a eu au-dessus de 3000 likes. Et puis, les gens, ils sont tannés de politiciens qui dansent, qui ne répondent pas aux questions, qui essaient de plaire à tout le monde. Et ils ont perdu confiance. Et pour moi, l'utilisation de Twitter fait en sorte que c'est un média qui est très important, qui nous a permis effectivement de rejoindre plein de gens. Et on va continuer, mais aussi c'est un média où on peut être direct et on peut s'exprimer. Puis c'est ce qu'on fait. Puis d'ailleurs, je suis très, très, très heureux de la manière dont on gère nos médias sociaux. Et on va continuer, mais aussi on n'hésitera pas à critiquer certains journalistes, comme je l'ai fait, une journaliste de CBC, ou à le déformer nos propos. Oui. Et on ne se gênera pas. Pour moi, vous avez le droit, les journalistes, d'interpréter mes propos.
mais de me mettre des mots dans la bouche que j'ai pas dit, ça, je le tolérerai pas. Et Donc, Maxime on va le Bernier, dénoncer. laissera pas les médias le définir. Via C'est les ça. médias sociaux, vous allez dire carrément qui vous êtes, puis les gens vont voir la vérité. Il n'y aura pas de filtre, il n'y aura pas de retenue, il n'y aura pas de rectitude. Ça va être bang, direct in your face, comme ça. Et je pense que c'est ce que les gens veulent. C'est vraiment ce que les gens veulent. Et ça nous montre un peu aussi pourquoi les médias sont en perte de vitesse. Avant, ils allaient vous voir, ils prenaient, vous alliez parler pendant 15 minutes, ils ramassaient un 30 secondes qui faisait leur affaire, on spinait ça, on l'interprétait, on oubliait tout le reste. Et c'était soit que vous étiez un chouchou ou encore le toton du jour. C'était un des deux. Donc là, maintenant, c'est très difficile de le faire. Et c'est la beauté des plateformes. Effectivement. Et les podcasts comme le tien, vous rejoignez plein de gens. Et pour moi, c'est un moyen. Je ne ferai pas seulement les médias traditionnels, mais aussi les nouveaux médias. J'étais dans l'Ouest canadien avec le Rebelle Média, qui ont 1 million d'abonnés. Oui. Et on ne s'empêchera pas là, de parler à tous les médias parce qu'on veut rejoindre l'ensemble de la population. Ce matin, j'étais avec la radio de Radio-Canada, qui est une autre clientèle, mais je veux qu'ils puissent connaître Maxime Bernier et j'étais très heureux d'avoir l'opportunité de faire une entrevue avec Est-ce qu'ils eux. ont posé la question, est-ce que vous voulez nous fermer? Non, je pense que l'éthique journalistique, ils ne pose pas cette question-là. Puis ils pourraient la poser, là. Mais moi, la réforme à Radio-Canada, elle est très précise, là. Elle est sur notre site web, partipopulaireducanada.ca. Et on veut que Radio-Canada revienne à son modèle de base, à sa mission de base, qui est d'avoir des journalistes partout à travers le pays, dans les petites communautés, nous parler de ce qui se passe dans les communautés et pas seulement des journalistes dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver. On veut que Radio-Canada, on veut diminuer le budget de Radio-Canada, effectivement, on va couper le budget de Radio-Canada. On va faire une transition, un peu comme dans la gestion de l'offre, une transition de 4 à 5 ans pour leur permettre d'aller ramasser des fonds auprès de leurs auditeurs. Et c'est ça notre vision. Puis vous savez que ça va être 4 ou 5 ans où ils vont être en guerre à ce moment-là, par exemple. Oui, mais lorsqu'on en parle, vous voyez, nous, on parle de nos réformes avant une campagne électorale, pendant une campagne électorale et après une campagne électorale. Donc, lorsqu'on sera élu, on aura le mandat de faire nos réformes. Et je pense que s'il n'y a pas une protestation à Ottawa, sous un gouvernement du Parti populaire, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'on a dit. Moi, je m'attends à avoir des protestations. Plus il y a de protestations, c'est des groupes d'intérêt particuliers. Pour moi, là, on fait des politiques pour l'ensemble de la population. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle notre parti le Parti populaire. C'est pour la population. C'est pas pour plaire à un groupe de pression particulier. Et je pense que c'est ça qui est important. Les gens voient que les autres partis politiques essaient de plaire. Et le meilleur exemple, c'est la gestion de l'offre. Là. C'est le cartel de l'UPA. Oui. 13 000 producteurs sous gestion de l'offre versus 36 millions de Canadiens. Nous, on a préféré être avec 36 millions de Canadiens et ne pas essayer de plaire à ce groupe de pression-là, mais d'avoir une politique qui est bonne pour tous les Canadiens. Et ça, pour nous, c'est un test important. C'est un test important parce que si les politiciens ne sont pas capables de résister à ce groupe de pression-là, comment vont-ils faire, les politiciens, pour résister aux autres groupes de pression? Oui, ça fait la file. Et si on va avoir une vraie démocratie, bien, ce n'est pas les groupes de pression qui doivent dicter l'agenda du gouvernement. Pour moi, et donc tous les partis politiques... Mais ça a Ottawa, toujours été ça, Maxime. Ça a toujours été les groupes de pression avec les médias qui décidaient l'agenda et les valeurs que les Canadiens devraient vivre, ou encore même dans les provinces, c'est la même chose. Là, c'est dur de briser ça. Les Canadiens semblent attachés à ce modèle-là. Il y en a, en tout cas, il y a une résistance. Moi, j'ai jamais compris cette histoire-là, mais il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de défenseurs, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Tu sais, je regardais les sondages pour des gens qui... Tu sais, on essayait de raconter aux gens que le cartel du lait, c'était en moyenne pour des familles. En tout cas, chez nous, moi, j'ai fait le calcul, c'est aux alentours de 700 $. Donc, la différence entre quand je suis ailleurs et quand je suis chez nous, c'est 700 $ par année pour ma famille pour engraisser un système qui est protégé par le gouvernement. Surprenamment, il y a de la résistance. Et ça, il y a donc les médias qui répandent leurs valeurs, puis que c'est important de maintenir les régions, etc., puis d'avoir notre indépendance. Et donc, il semble quand même y avoir beaucoup de Canadiens qui sont attachés à ça. Comme il y a beaucoup de Canadiens qui vont, malgré un très mauvais mandat, on va le dire, de Justin Trudeau, qui vont encore... Puis au Québec, entre autres, les sondages disent quasiment 1 sur 2. Comment on explique ça, que les gens alors que moi, je pense que plusieurs médias comme le nôtre, des médias alternatifs ou encore des politiciens comme Maxime Bernier et d'autres, comment ça qu'on a de la misère à faire comprendre que
on est en train de les défendre et que ce système-là les avantage pas, qu'ils sont plus des victimes du système qu'autre chose. C'est particulier, pareil, qu'il y a une résistance au changement. Les gens veulent... C'est quoi? C'est le confort? C'est la peur qu'il y ait un nouveau système qui les désavantage? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette résistance-là? Bien, premièrement, la résistance au changement a toujours existé, mais nous, nos politiques, qui sont des politiques basées sur plus de liberté et de responsabilité, donc, on pourrait dire des politiques de droite, mais comme tu as dit tantôt au début, j'aime pas ça me dire que je suis un politicien de droite, parce que le but, c'est, est-ce que vous voulez moins de gouvernement dans votre vie de tous les jours, ou bien et plus de liberté, ou bien plus de gouvernement et moins de liberté? Moi, c'est simple, si vous analysez nos politiques, c'est toujours vers moins de règlement et plus de liberté. Mais les gens qui défendent la liberté individuelle, ne le font pas avec passion, ne le font pas avec conviction. Et là, les gens n'entendent pas notre discours et c'est pas le discours dominant. Et la meilleure exemple, Andrew Scheer a dit au Toronto Sun dernièrement, il y a 3 semaines, que le Parti conservateur est maintenant un parti pragmatique, centriste, prêt avec plusieurs idées pour plaire à tout le monde. Mais donc, il n'y a plus de parti qui parle de conviction. Les partis regardent les sondages et je pense que ça fait en sorte que notre message n'est pas entendu par la population. Il faut en parler plus. Et si on en parle plus, puis on défend, puis on débat de nos idées, bien là, la population va commencer. La gestion de l'offre est un meilleur exemple. Lorsque j'ai commencé à en parler il y a 2 ans et demi, personne n'était au courant. Maintenant, si vous faites un sondage... Mais il y avait un fatigant d'une station de radio à Québec qui en parlait, qui se faisait dire qu'il était étonnant avec son histoire de lait. Là. On était probablement les 2 seuls. Ben, c'est ça. Mais là, la population en général sait c'est quoi. Là. Il sait que c'est un cartel, sait qu'il paye le double du prix. Et si vous sondez les gens, bien, il y a plus de gens qui sont en faveur de l'élimination de ce cartel-là. Et donc, c'est ça. C'est donc, la force d'en parler. La force des idées. Oui. On a les meilleures idées. Les idées de liberté et responsabilité, c'est la base de la société occidentale. On a les meilleures idées. Il faut en parler. Oui. Puis, les politiciens aiment mieux le mot consensus que le mot conviction. Et donc, pour moi, consensus, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Ça a été quoi le point de rupture? L'idée, est-ce que ça a été justement la gestion de l'offre qui a fait, moi, de la marge, je quitte le Parti conservateur? Bien, le point de rupture a été après la défaite à 49 J'aurais pensé que... Vous êtes resté plusieurs mois quand même après? Ben, oui, je suis resté 1 an. J'aurais pensé que le chef, Andrew Scheer, fasse un peu comme M. Ford en Ontario. M. Ford a gagné très serré. La numéro 2 a été Mme Elliott. Il l'a pris, il l'a fait sa numéro 2 et ils ont travaillé ensemble. M. Scheer, dès ma défaite, c'est pas moi qui ai choisi comme numéro 2. Et donc, j'ai toujours essayé d'imposer ou de convaincre le leadership du Parti conservateur. Mais c'est maladroit. C'était maladroit parce que il savait de comment il avait gagné et il savait que les idées que Maxime Bernier défendait, c'était des idées qui étaient très populaires au Parti conservateur. Oui. Et il les a carrément repoussées. Bien là, je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'en ai une idée, j'ai dit, bien, voyons, il y a 49 des membres qui ont voté pour ces idées-là. Ben, des vrais membres. Des vrais membres. Ouais. Et là, je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et au mois pour dire là, où l'eau est débordée, là, puis j'en avais marre, là, c'est 10 jours avant que je démissionne, où j'ai eu une conversation téléphonique bien claire, bien honnête avec M. Scheer. Et il m'a dit, Maxime, les idées que tu prônes, parce que moi, je lui demandais, vous allez avoir une convention dans quelques jours. Ce que je vous demande, c'est prenez au moins une de mes idées de notre plateforme sont sur mon site. Allez voir, parce que les membres, dites-moi laquelle que vous prenez et j'aimerais que vous en parlez dans votre discours de clôture de la convention. Il ne l'a pas fait. Il m'a dit non, Maxime, je ne prendrai pas ça. Ce ne sera pas sur la plateforme du Parti conservateur pour la prochaine élection. Donc, j'avais 2 choix. Et il a dit publiquement que Maxime Bernier parle pour lui-même et ne représente pas le parti. Donc, une fois qu'il dit ça, qu'est-ce que je fais dans ce parti-là? Non, pas d'affaire là. Bon, j'ai pas d'affaire là. Non. J'ai 2 choix. Aller dans le privé, retourner dans le secteur financier, faire plus d'argent, etc. Ou j'aime la politique, j'aime débattre d'idées, rester en politique et les idées sont populaires. Et avec ces idées-là, bâtissons un parti. C'est ce que j'ai fait. Puis jusqu'à date, ça dépasse nos espérances. Ça va très bien. Allons-y avec toutes sortes d'affaires. Bon, il y a ça. Un des partis importants aussi, puis dans les tweets, beaucoup de réactions depuis longtemps. Ce sera toujours un peu difficile parce que quand il y aura des hits sur Twitter, souvent, ils vont peut-être avoir un petit débat à l'intérieur du Parti conservateur. Ils vont dire, bon, ben regarde, l'idée de Max là-dessus, elle a l'air pas pire, on va la prendre. C'est arrivé dans l'histoire du pacte pour les immigrants. Ben oui.
Ça va arriver. Là. Donc, Oui. le défi va être de se distancer parce que les autres, à la minute qu'ils vont faire des focus group, ils vont checker un peu, puis ils vont dire, hop, l'idée de Max est bonne, on va la prendre. Donc, 2 mois plus tard, on a la même idée, puis on a l'air à des champions. Moi, ma réponse à ça, Jeff, ça va être, vous avez le choix entre la copie et l'original. Oh oui. Et donc, il fait pas très leader, M. Scheer. Un politicien qui n'a pas de conviction ou un politicien qui a des convictions. Je pense que je vais dire à la population, regardez, moi, je dis ça depuis longtemps. Donc, c'est assuré qu'une fois élu, je vais le faire. M. Scheer, on ne sait pas si les sondages changent demain matin, il va changer d'idée. Donc, je vois que le Parti conservateur va prendre de nos idées lorsque les idées seront devenues plus populaires, lorsqu'il verra que dans les sondages, que 50 de la population est en faveur de quelque chose. Mais ce n'est pas ma façon de faire de la politique. Là, il y a ça. Donc, il y a la gestion des différents groupes de pression qui mènent. Donc, on parle du cartel du lait. Très populaire aussi, quand on parle, il y a toutes sortes de sujets qui ont été très populaires. L'immigration, par contre, c'en est un qui est très, très hot. Oui. C'est aussi un risque. On le sait comment les médias jouent avec ça. Régulièrement, la minute qu'on questionne, la minute qu'on a une bémol sur une politique, etc., on voit ce qui se passe avec justement le pacte de l'immigration qui a été décidé puis que le Canada semble vouloir embarquer et signer et tout, là. Il y a comme une hache au-dessus de la tête des gens parce qu'ils ont réussi à le faire. Mhm. On ne dit pas que c'est comme ça dans la population, mais dans les médias, rapidement, on va mettre une étiquette comme étant une personne qui a un potentiel d'être raciste. On va le dire, là, c'est ça. Là. La minute que tu questionnes ça, tu dis, on peut pas empêcher des millions de personnes de trouver un meilleur pays pour y vivre, etc. Si les gens pensent que ça n'a pas de bon sens, ce sont des racistes. Est-ce que c'est une poudrière, ça? Mais il y a 3 mots, là. C'est populisme, patriotisme, puis nationalisme canadien ou nationalisme. Donc, ces 3 mots-là, autrement dit, pour les journalistes surtout et pour les gens, ils essaient de frapper là-dessus pour dire, donc, lui, c'est un populiste, donc c'est un raciste. Lui, c'est un patriote. Ah, mais il est comme raciste. Ils vont frapper là-dessus un peu, là. Oui, mais moi, je n'embarque pas là-dedans. C'est un risque. C'est risqué pour un politicien. Mais je dis ce que je pense et moi, oui, on a essayé de dire que Bernier est un raciste parce qu'il veut moins d'immigration. Mais Ils l'ont fait avec la CAQ, ils l'ont fait avec Trump. Ils vont le faire. Ça prend. Il faut que tu aies une coin dure, là. Je suis sûr que lorsque j'ai tweeté sur l'extrême multiculturaliste à l'extrême ou radical, multiculturaliste radical. Ce qui rejoint beaucoup de Canadiens et de Québécois. Oui, mais quelques jours plus tard, les médias traditionnels me sont tombés dessus, etc. Mais ça fait un temps, ça. Ça fait un temps. Il faut continuer à parler. Les gens réalisent qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. On veut un système d'immigration qui soit respecté. On est contre l'immigration illégale. Les gens qui traversent la frontière au Québec, ce n'est pas des réfugiés. Là. L'État de New York, ta vie n'est pas en danger dans l'État de New York. Non. On veut aider les vrais réfugiés. Oui, on veut plus d'immigration de nature économique. On veut augmenter le ratio. M. Trudeau, c'est 60% des immigrants sont de nature économique. Sous Harper, c'est à peu près 75-80%. On veut revenir à ce ratio-là, mais avoir moins d'immigrants. Et là-dessus, je ne peux pas rien faire. Les médias traditionnels ou certains gens, je ne veux pas généraliser, vont avoir cette idée-là en tête. Il s'agit de leur démontrer, puis d'être là, puis de parler, puis d'expliquer notre position. Mais oui, parce ça que peut des fois, on perd devenir le frustrant. contrôle, puis je sais de comment ça peut se passer. On perd le contrôle. À un moment donné, on dit, bon, on va les laisser aller, ça va durer 2 jours, mais leur force, même si elle diminue avec, je dirais, la diversité et puis tout ce qu'il y a comme offre, ils ont quand même encore assez de pouvoir, surtout au Canada, où on est peut-être quelques années de différence avec les États-Unis ou d'autres endroits dans le monde. Ils réussissent quand même à étiqueter encore. Vrai ou faux, le narratif fait qu'ils réussissent à mettre une étiquette. On s'appelle des années du gouvernement Harper. C'était à chaque jour, ici au Québec, c'était une autre dure journée pour le gouvernement Harper, alors que tout allait très bien. C'était Mike Duffy, mur à mur. La minute que le gouvernement a été changé, Mike Duffy, c'était plus de nouvelles. Ils sont, malgré leur décroissance, ils sont encore puissants. Oui, et je dois vous dire que le fait de dénoncer le journaliste qui va déformer mes propos, a changé un peu quelque chose. Je vais vous donner un exemple sans le citer, mais un journaliste québécois francophone a écrit quelque chose que je n'avais pas dit du tout et c'était rendu sur le site Internet.
Et mon équipe l'appelle, puis il dit, regarde, si tu ne changes pas ça, là, sur le site et partout dans le réseau TVA, là, M. Bernier n'a pas dit ça. Et moi, je vais conseiller à M. Bernier de faire un tweet en te dénonçant. Le journaliste au téléphone. Il voulait pas. Ah, non, on ne fait pas ça. Écoute, mais là, je ne contrôle pas TVA. Je vais régler ça. Je vais faire de mon mieux. Oui, j'ai fait une erreur. Et non, ils en ont peur. j'ai trouvé ça amusant un peu, là. Parce que j'ai dénoncé 2-3 fois des journalistes, là. Puis ils ont vu que c'était très populaire sur Twitter. Les gens disaient, Maxime, tu fais bien, etc. Puis ces journalistes-là, là, sur leur compte Twitter... C'est pas les plus braves. C'est ça. Les gens allaient puis critiquaient leur position, qui avait l'interprétation de mes propos, la déformation de mes propos. Donc, ça a été un peu... ça m'a donné un sourire lorsque le journaliste se dit à mon équipe, non, je vais faire de mon mieux pour corriger ça. Je veux pas que tu suggères à M. Bernier de faire un tweet dénonçant mon incompétence. Et donc, on a peut-être une petite poignée, là. Oui, c'est sûr qu'on est dans un changement, puis on s'en rend pas compte au moment présent, mais ça va très vite. Ça va très vite. C'est juste des fois, on voudrait que ça aille encore plus vite, mais la réalité, c'est que ça va quand même assez vite. Je reviens vite sur l'histoire de l'immigration, parce qu'il y a une chose que j'aime bien de votre position. Ma perception du multiculturalisme, ça a toujours été, on amène des gens d'un peu partout dans le monde, puis on se mélange. On se mélange entre nous autres, puis tu amènes un bout de ta culture, j'amène un bout de ma culture. Alors que le multiculturalisme à la Trudeau... À l'extrême, oui. Oui, ben ça a été de créer des ghettos. Oui. Ça a été de créer, tu sais, toi, tu as ta culture, garde-la, mettez-vous entre vous autres, puis restez dans votre coin. Puis chacun, on va comme ça avoir des petites communautés, chacun avec notre culture, au lieu de se mélanger. Mais surtout qu'on a des laboratoires ailleurs dans le monde qui nous montrent que ça marche pas, ça. Oui. On le sait que c'est un échec. On le sait. Et M. Trudeau, il le fait parce qu'il fait de la politique identitaire. Et les conservateurs font la même chose. Ouais. Ils veulent acheter des votes avec l'argent des contribuables. Le meilleur exemple, c'est qu'on a des budgets à Ottawa pour célébrer la différence des différentes ethnicités. C'est l'année chinoise. Donc, le gouvernement fédéral va subventionner la communauté chinoise pour qu'ils puissent fêter leur année chinoise. Moi, je n'ai pas de problème s'ils veulent la fêter. Mais le gouvernement devrait donner de l'argent pour fêter ce qui nous unit. Et notre culture, nos valeurs, notre histoire. Mais là, le gouvernement le fait en faisant de la politique identitaire et en essayant de plaire à différents groupes, tant au niveau religieux qu'au niveau ethnique. Et nous, on n'embarque pas là-dedans. Un Canadien d'origine chinoise, pour moi, c'est un Canadien. Bien, il y a un article du National Post, je pense que vous envoyez récemment par votre Twitter, en Colombie-Britannique, je pense que c'est Richmond, si je ne me trompe pas, oui. mais il y a une petite ville de genre 50 000 habitants. Puis l'immigration chinoise, c'est pas trop, amenez-la, on l'aime, il y a pas de... Mais c'est en train de devenir une ville chinoise en Colombie-Britannique. T'es rendu à des 60-70% de la population qui est chinoise dans cette ville-là. Parce que ils se sont donné le mot, puis on s'en va là, on est entre nous autres, fait qu'on est bien. Mais c'est pas ça du multiculturalisme pour moi, là. Non, c'est d'être intégré à la société canadienne. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer, et je pense que j'ai été le premier politicien à le dénoncer avec les risques que ça a apporté. Mais si je regarde ça là, avec du recul, je suis bien heureux, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, puis on va continuer. Justin Trudeau. Oui. OK, au-delà des conservateurs, moi je pense que, clairement, les conservateurs ont de la misère au Québec. Même avec un gars aussi fort que Stephen Harper, ça n'a pas été nécessairement facile au Québec. Ça aurait dû l'être plus. Il y avait de bons lieutenants. Il y avait... M. Harper a toujours été fair pour le Québec. Il a amené la nation québécoise, etc. Il a été, moi, je pense qu'il a été un des bons premiers ministres. Je sais que M. Harper est toujours un conservateur, mais anyway, là, ça l'a comme changé. Un jour, il va peut-être l'admettre, là, le Parti conservateur n'est pas l'ombre de lui-même. C'est un parti qui ressemble au parti de Justin Trudeau. Oui. Justin Trudeau a un avantage par rapport à Scheer et par rapport à tous les autres. C'est l'image, malgré un gars on n'a pas l'impression qu'il a la capacité d'être un premier ministre, il l'est. Il y a pas, mais on est dans une époque d'Instagram, on est dans une époque d'images, les bas, etc. Donc, les gaffes ne semblent pas trop lui toucher. Surtout au Québec, je vois encore presque la moitié des gens, je l'ai dit tantôt, presque la moitié des gens qui ont peut-être l'intention de voter pour le Parti libéral. Comment on fait pour résoudre l'énigme? Parce que moi, c'est mystérieux pour moi, l'histoire de Justin Trudeau, là. Comment on fait pour résoudre l'énigme Justin Trudeau quand on est en politique et que tous les votes comptent? Comment je comprends la position face à l'ancien parti, mais il y a une réalité qu'il faut aller en chercher chez les libéraux aussi. Oui. Donc, comment on fait pour créer un mouvement puis qui embarque dans le populaire aussi, où les gens qui habituellement ne suivent pas trop la politique, parce qu'on s'entend que jusqu'à maintenant, on parle de choses
Et ces gens-là qui sont intéressés à ça, ils sont déjà imbibés de politique. Mais il y a beaucoup de gens qui vont voter, puis les autres sont dans le populaire, là, sont dans le plus... il faut voter, ils n'écoutent pas nécessairement la télévision, ils ne lisent pas nécessairement les articles sur les journaux, ils ne suivent pas le compte Twitter de Maxime Bernier, ils ne regardent pas non plus le compte Twitter de Justin Trudeau. Par contre, ils le regardent sur Instagram. Oui. On fait quoi en politique dans la nouvelle ère? Comment on fait? Bien, premièrement, je pense que oui, c'est un défi. M. Trudeau, personnellement, il est encore très populaire. Il faut essayer de relier ses politiques directement au chef. Il y a des politiques désastreuses, on pourra en parler un peu plus tard. Le pétrole. Le pétrole, l'économie, les déficits, les impôts, la taxe sur le carbone, bon, mais peu importe. Et le défi, c'est que les gens sont tannés un peu de la critique où il n'y a pas d'option qu'on amène. Et oui, il faut critiquer le gouvernement, mais il faut arriver avec une solution de rechange. Et la solution de rechange, ben nous, on l'amène et c'est ça notre but, c'est de continuer à parler à notre solution de rechange. Et je vais vous dire qu'en Colombie-Britannique, j'ai serré la main d'une dame là-bas et elle a voté libéral, elle a voté Justin Trudeau, puis elle avait voté pour M. Martin Chrétien. Puis elle a dit, Maxime, je ne me retrouve plus dans le Parti libéral. Ce n'est pas le Parti libéral de Jean Chrétien. Mais ils sont plus à gauche que l'NPD. C'est ça. Et moi, j'avais voté libéral à l'époque pour le déficit équilibré, pour les baisses d'impôts. Justin, j'ai donné une chance, puis je croyais qu'il allait revenir à l'équilibre budgétaire comme il l'avait dit dans sa plateforme. Et donc, je suis avec toi, je vais voter pour toi. Donc, il y a quand même une clientèle, là. Et si on reste sur nos principes, il y a quand même une clientèle à aller chercher. Mais ça va être un défi. Et il faut toujours... C'est pour ça que l'avantage que nous avons, là, on est en campagne électorale. Le Parti populaire du Canada et Maxime Bernier, on est en campagne électorale. On a une plateforme. Ça va être la même plateforme qui va être là lors de la campagne officielle. Vous allez être tanné de m'entendre parler de notre plateforme électorale, mais on est en campagne parce qu'il faut convaincre ces gens-là. Parce que le pétrole, il faut faire quelque chose. Là. On est en train de briser l'économie du Canada. Il faut donner un moyen à l'Alberta, à la Saskatchewan, à Terre-Neuve, etc., de sortir le pétrole du pays, de l'amener à l'Est s'il faut pour qu'on en prenne ici, qu'on l'exporte ailleurs vers l'Est, qu'on le fasse également vers les pays asiatiques vers l'Ouest. Parce qu'il ne faut pas juste avoir un client au Sud. Ce client-là nous sert de même en disant, regarde, je suis ton seul client potentiel, je te négocie à l'os. Ah oui. Et là, on est en train on le voit, là, on diminue la quantité de pétrole qu'on va sortir. Il y a une panique, là. Il va peut-être avoir un des plus gros déficits en Alberta. C'est le poumon économique du Canada, entre autres pour la péréquation. S'il y a des gens qui sont à côté sur la péréquation comme le Québec, ça peut être épeurant ce qui s'en vient, là. Ben oui. Puis, j'en ai parlé de la péréquation, puis des pipelines, puis des éoléoducs, et la solution, c'est pas la solution de M. Trudeau, mais notre défi, c'est de relier ces activités en tant que gouvernement à M. Trudeau lui-même. Et je dois vous avouer qu'il n'y a pas de solution miracle. Des fois, ça peut être décevant de voir que, bon, il est toujours très populaire dans les sondages malgré ses actions, mais je souhaite et je pense que le temps va nous donner raison, dont toute la question des oléoducs. On ne peut développer l'Alberta et l'économie là-bas sans avoir une économie forte sur les ressources naturelles et l'exporter à d'autres places qu'aux États-Unis. Ça prend un pipeline. Et M. Trudeau, avec le projet de loi C-69, c'est tout sauf aider la construction d'infrastructures, tant dans le domaine énergique que dans le domaine forestier. Donc, nous, notre position, c'est qu'on abolit ce projet de loi-là. On a un processus clair, simple et simplifié, efficace, et pas un processus de 2 ans. Ça se fait, là. Puis même si on a des problèmes avec les provinces, on a, dans la Constitution canadienne, la possibilité de déclarer un projet de... sécurité nationale, genre? Oui, essentiel à l'économie, oui, genre, du Canada. C'est dans la Constitution. On peut déclarer. Donc, peu importe ce que les provinces Donc, on peut l'utiliser, ça. Oui. Et ça peut être utilisé. Donc, il y a les moyens à Ottawa. Parce qu'on est là. C'est sérieux, on est là. C'est une question d'intérêt national. D'intérêt national. C'est ça. Dans la Constitution, c'est d'intérêt national. Oui. On peut déclarer ça d'intérêt national, changer la loi pour raccourcir le processus et on pourrait avoir un oléoduc construit par le privé. On y va au garage des affaires. OK, péréquation. Péréquation, l'Ouest canadien commence à être tanné, surtout avec la pression qu'il y a là. L'économie du Québec va un peu mieux qu'elle allait. Peut-être qu'avec le temps, on va réussir à s'en débarrasser, mais pour l'instant, c'est encore une partie importante du budget. Qu'est-ce que l'avenir de la péréquation, du système canadien des provinces riches versus les provinces dans le besoin? Comment le parti de Maxime Bernier va dealer avec ça? Parce que le parti de Maxime Bernier peut être très populaire. Je ne sais pas si ça va se concrétiser en siège, mais il y a une popularité naturelle dans l'Ouest canadien. Et dans l'Ouest canadien,
on commence à être tanné un peu des bougons. Là. Oui. Puis d'ailleurs, je l'ai dit il y a à peu près 5 ans là, que je n'étais pas fier d'être québécois lorsqu'on reçoit de la péréquation. Le but doit être que le Québec reçoive plus d'argent de la péréquation parce que le Québec soit une province encore plus riche. Et depuis les 50 dernières années, le Québec a toujours reçu de l'argent de la péréquation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a seulement 7 économistes au Canada qui connaissent la formule. Il faut changer la formule de péréquation. Pourquoi? Pour qu'elle soit moins généreuse et aussi que ça soit plus équitable et plus efficace. Aujourd'hui, la péréquation, c'est comme une trappe de pauvreté. Le Québec et d'autres provinces reçoivent la péréquation depuis longtemps. Il n'y a aucun incitatif pour ces provinces-là de développer leurs ressources naturelles comme le gaz de schiste. Et c'est pour ça que si le Québec développe son gaz de schiste, bien, il va recevoir moins de péréquation. Donc, pour un gouvernement à Québec, ce n'est pas avantageux d'avoir des politiques pro-libre marché pour développer leurs propres ressources naturelles. Mais je dois avouer que je suis content d'avoir entendu le discours de du premier ministre qui dit, bien écoutez, il faudrait faire quelque chose, le Québec, il faudrait qu'il devienne de province riche, etc. Monsieur Legault. Et ça, c'est bien. Bien, moi, je veux faire en sorte de, oui, le faire en changeant. On est le seul parti qui parle de péréquation, puis je pense que c'est l'intérêt national. Les autres ont peur, ils n'ont pas eu le temps de faire de sondage ou sont en train de faire de sondage. Mais oui, et c'est populaire au Québec. Les Québécois comprennent que si on change la formule, ben, on va le faire. On peut le faire par une décision du cabinet. Ça se fait très rapidement. Et la péréquation va exister, mais elle va être moins généreuse. Puis on va donner des incitatifs pour que les provinces développent leur propre économie. Parce que là, on a l'air des gens qui sont assis puis qui laissent leur richesse dans le sol pendant que les gens ailleurs font la job sale. Puis nous, on récupère par la bande de l'argent à rien faire. On s'entend que c'est pas le meilleur modèle au monde, ni pour un ni pour l'autre, là. Et effectivement. Et donc, il faut régler ça. Et notre position est bien simple. Avoir une formule qui soit équitable et plus efficace et faire en sorte que les provinces qui reçoivent de l'argent ne soient plus dans cette trappe de pauvreté-là et donner les bons incitatifs. La CAQ, vous venez de glisser le mot de François Legault. Est-ce que c'est un gouvernement qui s'approche... Bon, c'est un changement au Québec, là. Je veux dire, c'est peut-être pas un grand changement. C'est un parti, c'est une coalition. Mais c'est un changement de cap. Les gens ont tourné le dos au vieux parti traditionnel et c'est peut-être la création, parce qu'il y a deux affaires dans ma question. Il y a la CAQ qui nous montre qu'il y a une volonté de passer à autre chose. Je pense qu'avec l'élimination, il y a beaucoup de gens qui parlent du PQ, mais on oublie que le Parti libéral aussi est en train de vouloir disparaître tranquillement. On ne s'en rend pas compte, mais ça va peut-être à la même vitesse. C'est aussi peut-être un parti générationnel que le PQ. Ça va amener une possibilité au Québec d'un parti un peu plus à droite que celui, en tout cas moi ce que je vois, un peu plus à droite que la CAQ. Adrien Pouliot a un mouvement qui s'appelle le Parti conservateur du Québec. Oui. Adrien, quelqu'un que je respecte énormément, et quand Maxime Bernier a fondé son parti, la première chose que j'ai demandé à Adrien, off the record, c'est il faut regarder Adrien, puis il venait de finir une élection, il a quand même ramassé quelques dollars pour lui permettre d'avoir un meilleur futur. Mais j'ai dit, je pense qu'on est déjà à un point, même si c'est très neuf au Canada, je pense qu'il y a un lien naturel entre Adrien Pouliot, le Parti conservateur du Québec, le parti de Maxime Bernier, pour qu'il y ait une succursale québécoise de ce parti-là. Est-ce qu'un jour, c'est possible? Je sais que c'est très tôt, oui. Mais est-ce que c'est possible? Bien, je peux vous dire que lorsque j'étais dans la course à la chefferie du Parti conservateur, je suis le premier candidat qui a signé une entente avec le Parti conservateur du Québec en disant que nous devons collaborer ensemble. Après ça, bien, M. Scheer a fait la même chose et durant la campagne électorale, bien, vous demanderez à M. Pouliot, là, il n'y a aucune assistance du Parti conservateur du Canada lors de la dernière campagne. Zéro surprise. Ceci étant dit, oui, Adrien prône des idées de liberté et responsabilité au niveau provincial. Nous, on va bâtir un parti et c'est ce qu'on fait au niveau national et ça va très bien. Et on ne veut pas s'impliquer dans la politique provinciale, mais je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, Adrien ferait un très bon candidat du Parti populaire. Oui, ça, j'ai entendu. Et je pense que mais il nous l'a dit. Il l'a dit à choix. Il nous l'a dit à choix. Oui. Il dit, je pense que Maxime aimerait que je sois candidat. Oui, il y a un fit parfait. Oui. Ben, vous connaissez de l'époque l'Institut économique de Montréal, je crois? Oui, Adrien était mon patron. J'étais vice-président de l'Institut économique de Montréal. Adrien était sur le conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal. Et on s'est connus à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'Adrien connaît les auteurs, Hayek, Mises, les grands économistes, et il connaît les politiques publiques. Et pour moi, mon passage à l'Institut économique de Montréal m'a grandement aidé aussi dans ma vie politique. Oui, c'est clair. On y va sur l'autre sujet, Donald Trump. Donald Trump,
Bon, il a changé complètement la politique du monde entier. OK, qu'on veuille, qu'on aime ou on n'aime pas, moi, je fais partie de ceux qui regardent ça et je vois un spectacle extraordinaire. Moi, j'adore. On Drain the Swamp. Bon, c'est peut-être plus dur à faire qu'à dire. La relation avec les médias. Mais c'est ça, la relation avec les médias, les changements quand même assez draconiens à plusieurs niveaux. Le gars qui défend ses intérêts, son peuple, face à des grandes puissances comme la Chine, etc. Les Allemands hier qui étaient au bureau ovale pour jaser des autos. Écoute, on se demande qu'est-ce que les présidents auparavant faisaient de leur journée. Là. Quand on regarde la liste de choses qui est brassée, ça va changer la politique à jamais, l'arrivée de Donald Trump, qu'on le veuille ou que je sais que les médias ils ont hâte que ça finisse. Je ne suis pas certain qu'ils ont hâte que ça finisse, dans le fond, mais ça va changer la politique à jamais. Ça le fait actuellement, et même au Canada, parce que si on regarde le dernier sondage, 57% de la population a dit qu'ils étaient prêts à voter pour un nouveau parti et laisser tomber les vieux partis. Les gens regardent ce qui se passe aux États-Unis, puis pour nous, c'est très bon. Là. S'il y a 57% des gens qui veulent laisser tomber les vieux partis, bien, ça démontre que ce qu'on dit, on peut être attirant pour ces personnes-là. On peut être une option pour ces personnes-là. Mais aussi, en tant que politicien, voir M. Trump ou d'autres politiciens dire ce qu'ils pensent et puis être clair et ne pas faire dans la rectitude politique. Bien, moi, je regarde ça, puis je dis, bon, ben OK, c'est ce que je fais, moi, et puis je n'ai jamais été aussi heureux en politique que présentement. On va se parler en privé et je vais vous dire la même chose en public. Le programme est là, c'est ce que je crois, et puis j'aime ce que je fais. Et oui, il y a des hauts et des bas, mais en regardant M. Trump aller, bien, je me dis, lui, il a fait de la politique autrement, et ça, c'est vrai. Oui. Et il a été élu. Donc, je ne partage pas toutes ses prises de position. Mais certains journalistes ont comparé ce que je faisais avec M. Trump et je leur ai dit, la comparaison qui peut être peut-être vraie, c'est la manière dont on utilise les médias sociaux. Un petit parti, on utilise les médias sociaux, on est très direct et franc sur les médias sociaux, en personne aussi, mais les médias sociaux nous permet là, de bâtir ce parti-là. Comme Trump, durant sa course au leadership et son élection, a beaucoup utilisé les médias sociaux. Et je pense qu'il y a une nouveauté. Là. Les gens sont prêts pour du nouveau et l'influence Trump vient jouer pas seulement qu'en Amérique du Nord, au Canada, mais aussi dans d'autres pays européens. Là. Si on remonte peut-être 10 ans en arrière, ce qui est plus drôle, là, c'est qu'on voyait nos médias aller chercher ça. Tu sais, entre autres pour la campagne d'Obama, son utilisation des réseaux sociaux. Et là, c'était extraordinaire. Là, c'est comme mal et là, vu, il fallait l'utiliser. Ouais. Et là, il y a deux choses qui sont passées. L'arrivée de Trump, mais aussi qu'ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux, c'était pas mal la compétition pour eux. Là. Oui, bien là, ça a pris des années avant qu'ils le réalisent. Là, Oui. ils le voient. Là, ils le voient. 2 idées que vous aimez de Trump et 2 idées que vous n'aimez pas de Trump. L'idée que j'aime de Trump, c'est la première et la plus importante. C'est qu'il veut que le Canada ait des politiques meilleures pour aider les familles qui travaillent fort en abolissant la gestion de l'offre. Oui, c'est ça. Et ça, il l'a prôné, il l'a dit les 6 derniers mois. Et parce qu'on ne l'a pas donné ça aux Américains, en même temps, on aurait aidé nos consommateurs canadiens. Puis on a eu une entente de libre-échange où on a encore des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On n'a pas la meilleure entente de Mais libre-échange. est-ce que ça a un lien, le fait qu'on n'a pas lâché beaucoup sur la gestion de l'offre avec l'aluminium et l'acier? Ben oui. Si on avait laissé aller complètement le libre marché, on n'aurait pas ça? Je suis certain qu'on n'aurait pas ces tarifs-là. M. Trump était clair. Ce que j'aime pas de M. Trump, c'est qu'un jour, il va tweeter quelque chose et peut-être la semaine suivante, son contraire, Oui. dépendamment de son humeur. Mais donc, dans ce dossier-là, il a toujours tweeté, il a toujours été ferme, dit il faut abolir ça, c'est pas bon, ça n'a pas de bon sens. Et si on l'avait mis sur la table et si on l'avait cédé, je suis certain qu'on aurait eu une meilleure entente. Donc, c'est un peu bizarre. Les fermiers demandent une compensation. Puis hier, je suis allé chercher du lait. Moi, c'était 4 gallons de lait par semaine avec la famille. Et je vois aucun changement. C'est les mêmes sacs, les mêmes poches, les mêmes gallons. Le prix est pareil. Je vois pas comment les gens peuvent avoir perdu quoi que ce soit. Moi, j'ai profité de rien. Là. Ça, c'est un peu ce qui me décourage. Parce que pour moi, le libre-échange, c'est quasiment sur un carré, tu sais, un carton de même. Libre-échange, ça veut dire très libre. Là. Oui. Quand on liberté voit des de commerce. Quand on voit des libre-échanges avec des livres de 2 pieds d'épais partout sur des tables, c'est pas nécessairement de la c'est pas du libre-échange, c'est plus de la protection d'amis du système, souvent. C'est un libre-échange administré.
Et effectivement, la meilleure façon, nous, ce qu'on prône, c'est d'abolir les tarifs directement. Une fois qu'on est au gouvernement, le ministre des Finances et le gouvernement canadien imposent encore des tarifs à d'autres pays sur des biens, des équipements, etc. Il faut abolir tout ça unilatéralement, sans être toujours dans l'obligation de signer des ententes de libre-échange. Mais oui, vous avez raison, en ce qui concerne le cartel du lait, à chaque année, le prix augmente et puis ils demandent des compensations. Ils demandent des compensations. Là, c'est ça le pire, c'est qu'on compense pour garder ce système-là. Moi, dans mon système, c'est qu'on les compensait pour l'abolir. Un peu plus logique. Oui, c'est ça. Là, on n'a rien aboli. Jerry? Vous parlez des consommateurs souvent. Tu dis, le monde travaille fort, il gagne de l'argent. Puis, tu sais, au Canada, il y a quelque chose vraiment. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Au Canada, il y a quelque chose vraiment qui coûte très cher. C'est les télécommunications. Donc, et le transport aérien, c'est hors de prix. Donc, y a-t-il quelque chose à faire pour ça? Parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, j'aimerais bien ça aller à Vancouver faire un petit voyage, mais des fois, ça me coûte moins cher aller à Paris. Il y a comme des choses un peu bizarres. Souvent, il faut aller à Plattsburgh là, ou encore à... on est rendu qu'on va à Hartford, puis on va à Boston prendre l'avion. Ben voilà. Ça peut péter. Est-ce que ça peut arrêter ça? Les gens, à place d'aller à Plattsburgh prendre l'avion, est-ce qu'on peut prendre l'avion, ça? Oui, dans l'aviation, c'est bien clair. Il y a une semi-privatisation des aéroports qui a été faite sous un gouvernement libéral il y a déjà plusieurs années. Et il faut finir cette privatisation-là. Les aéroports paient un loyer énorme pour le terrain qu'ils utilisent au gouvernement du Canada. Et ils paient des taxes de ville aussi. Des taxes de ville, c'est ce qu'ils font pas aux États, là. C'est ça. Et donc, ce qu'il faut faire, le gouvernement du Canada devrait privatiser les aéroports pour $1, leur redonner le terrain. Donc, les aéroports économiseraient beaucoup d'argent. Là, actuellement, lorsqu'ils ont besoin d'argent, les aéroports, vont charger des tarifs aux transporteurs ou bien aux consommateurs. Donc, si on leur permet, premièrement, on baisse le coût d'entretien d'un aéroport, le coût de fonctionnement, bien là, ils peuvent baisser leurs tarifs qu'ils imposent aux transporteurs. Ça va se répercuter dans la poche des consommateurs. Ça, c'est une solution. Deuxièmement, aussi, ouvrir la concurrence. Ouvrir la concurrence pour qu'il y ait d'autres gens qui viennent concurrencer Air Canada sur des lignes. Et là, actuellement, on n'a pas ça. Et oui, on a une réforme qui dit on va privatiser les aéroports, on va finir ça. Un aéroport privatisé, lorsque l'aéroport a besoin d'argent, elle peut seulement soit emprunter ou augmenter ses tarifs aux consommateurs ou ses tarifs aux transporteurs. Lorsqu'elle est privatisée, elle va pouvoir aller chercher de l'argent sur le marché public, dans le capital action. Donc, elle va avoir une autre source de financement. Et ça ne sera pas seulement le transporteur, les consommateurs ou bien un emprunt. Est-ce que NAV Canada coûte cher aussi? Est-ce que les tarifs de NAV Canada, tout ça est tout à voir? Oui. Tout ça est tout à voir. Privatisation. Quand je dis privatisation, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour redonner à $1 parce que ces gens-là ont payé là, depuis les loyers qu'ils paient. Et si on veut concurrencer les Américains, il faut redonner aux villes de ne pas charger de taxes municipales. C'est des montants de fous. Oui, mais ça c'est difficile parce que moi, je fais de la politique au niveau fédéral. Oui, c'est le provincial qui décide. C'est le provincial qui décide. Mais au moins, au fédéral, on privatise, on rouvre les frontières pour plus de concurrence et ça va aider. Même chose en télécom. En télécom, il y a des barrières contre l'investissement étranger. Il faut ouvrir ça dans le domaine bancaire et télécom. Et là-dessus, ça va permettre aux autres joueurs de venir ici au Canada et de pouvoir compétitionner les belles Canada de ce monde. Donc, moi, je crois au libre marché et la vraie concurrence. Et ça, on a mis ça pour avoir des entreprises canadiennes. Pour vous, que l'entreprise appartienne à des Canadiens ou non. C'est en bourse en plus. J'achèterai des actions de la compagnie américaine. Elle sera aussi canadienne que l'autre. C'est ça. Pourvu qu'elle vous donne du bon service à bon prix. Puis si vous voulez être propriétaire de la compagnie, c'est libre à vous d'aller acheter des actions. Exact. J'entends souvent, Max, c'est un loaner. C'est un gars, c'est pas un gars d'équipe, c'est un loaner, etc. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, mais j'ai été surpris. Kevin O'Leary qui n'est pas embarqué. Ford qui défend le Parti conservateur du Canada. C'est sûr que là, on parle d'un vieux parti, puis ça, c'est enraciné souvent. Même chose également pour M. Harper, qui a dit qu'il était toujours attaché. Alors que ces gens-là, surtout M. Ford, doivent bien voir que le Parti conservateur du Canada va nulle part. Donc, comment on fait pour aller chercher? Surtout un gars naturel comme Kevin O'Leary, avec qui vous avez eu une discussion lorsqu'il s'est retiré. C'est un personnage important. C'est un gars c'est un bon communicateur. C'est un gars qui peut être un super porte-parole pour le parti sans être nécessairement impliqué dans le day-to-day. Comment on fait pour embarquer justement ces gens-là, surtout ceux qui sont peut-être plus à l'extérieur du parti? Je comprends pour Ford et M. Harper,
Mais pour d'autres, comme style Kevin O'Leary, comment on fait pour aller chercher ces gens-là pour que publiquement, ils commencent à appuyer le parti pour que ça donne des ailes à ce nouveau parti-là? Bien, premièrement, le travail qu'on doit faire ou que je dois faire, c'est de démontrer à ces gens-là que le Parti populaire est un parti crédible, qui est national, qui est établi partout. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a 33 000 membres actuellement. On a plus que le Parti vert en 35 ans. 33 000 membres en 2 mois. Le Parti vert a 19 000 membres depuis 35 ans d'existence. Nous, on a fait ça en 2 mois, 2 mois et demi. On a des associations de comtés dans 290 comtés au moment où on se parle. Sur les 338, on va avoir des organisations dans tous les comtés. Pas comme le Parti réformiste à l'époque. Mais il n'y a pas de députés, il n'y a pas de gens impliqués dans le Parti conservateur qui ont dit « Regarde, moi, je tourne mon capot de bord et j'y vais. » Non, il n'y a personne et je n'ai pas fait l'effort d'aller chercher mes anciens collègues. J'avais seulement 6 députés sur 98 conservateurs qui m'ont appuyé. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont peur des idées qu'on prône. Les gens du sud de l'Ontario, quand je leur disais « je veux abolir la gestion de l'offre », ils me disaient « Maxime, si tu veux que je te supporte, il faudrait que tu changes de politique. » Même les députés du Québec, Gérard Deltel et les autres. Ça, c'est terrible. La gestion de l'offre, Maxime, je ne peux pas t'appuyer à cause de ça. D'autres gens qui... des subventions aux entreprises. Ils disaient « Maxime, écoute, ta position sur les subventions aux entreprises, tu vas abolir ça. Moi, j'ai des grandes entreprises dans mon comté. Je ne peux pas... Change de position et je vais t'appuyer. » Je n'ai pas fait de compromis avec nos idées et je suis très heureux, mais j'ai eu seulement 6 députés sur 98 qui m'appuyaient. Donc, je n'ai pas le temps de faire des efforts pour leur demander venez avec moi. On se concentre sur bâtir le parti et ça va bien. On fait des rallyes à Vancouver, il y a 300 personnes. Il y avait 900 personnes à Toronto. Les gens, il y a de l'engouement, les gens veulent du changement, je le sens, mais en ce qui concerne les parlementaires actuellement, je ne mets aucun effort pour essayer d'aller les chercher. Votre question est, allez-vous avoir des candidats vedettes? Ouais. Oui, on veut avoir des candidats vedettes. Actuellement, il y a des gens, des professeurs d'université à Toronto qui veulent être candidats et on va, en janvier, se concentrer là-dessus. Parce qu'il faut avoir nos associations partout qui vont nous aider à trouver les bons candidats. Parce que le but, c'est d'avoir une organisation partout pour être au débat des chefs. C'est-tu un peu relié à ça? Avoir une organisation partout va nous permettre, avec ces gens-là, de nous aider à avoir un bon candidat localement. Si on a une association, on va trouver des bons candidats, ça va être plus facile. Et oui, il faut avoir... Mais il faut que Maxime Bernier soit à l'élection, il faut qu'il soit au débat des chefs. C'est important, ça. Oui, et avec les critères actuellement, on va être au débat des chefs. Ce qu'on doit faire, on doit avoir des candidats dans 90 des comtés. Je peux vous dire qu'on va avoir des candidats dans tous les comtés. C'est le Reform Party, j'aime ça me comparer un peu au Reform parce que c'est un parti de l'Ouest qui prône un peu les mêmes idées. Est-ce que M. Manning, tu sais, est-ce qu'ils se sont manifestés, ces gens-là? Non, M. Manning a quand même écrit une lettre ouverte où il déplorait le fait que je quittais le Parti conservateur, mais il n'était pas ultra négatif. Et je pense qu'il comprenait que le Parti conservateur n'est plus ce qu'il était et non plus l'idée. Tout le monde s'est tassé à gauche. Tout le monde s'est tassé à gauche. Ça. Donc, le Parti libéral est vraiment rendu l'autre bord du NPD, puis il y a eu une place au centre, si le centre existe. Puis les conservateurs l'ont pris. L'ont pris. Et donc, on est la seule vraie alternative de gouvernement qui prône des idées. Dans Sainte-Marie, en Beauce, comment ça... Beaucoup d'anciens maires ou de maires qui étaient déjà anti-Maxime Bernier, il y en avait déjà, on les connaît. Là, il y a comme une opportunité, puis ils sont quasiment en train de crier victoire. Mais je ne suis pas certain que ça va être facile de même. Là. Ça ne sera pas facile pour vous. C'est jamais gagné. Ce ne sera pas facile pour Maxime Bernier, ce ne sera pas facile pour eux non plus. Là, parce que... C'est jamais gagné. Même si j'ai gagné à 59 là, on recommence à zéro la prochaine campagne électorale. Et oui, effectivement, le Parti conservateur, je suis bien content qu'il ait choisi comme candidat contre moi un producteur laitier. Donc, le débat sur la gestion de l'offre va se refaire en Beauce encore plus à la prochaine campagne électorale. Et ça va être mon défi de me dire aux Beaucerons que, regardez, cette personne-là est là pour défendre ses intérêts pécuniers, ses intérêts particuliers, et non pas l'intérêt des consommateurs Beaucerons. Et les Beaucerons savent, s'ils traversent la frontière à Jackman, dans le Maine, ils vont payer une douzaine d'œufs, 99 cents. Puis le gallon de lait, 2,69. C'est ça. Et donc, ils savent, c'est double du prix qu'on paye ici. Et ils ont pris un candidat, on va faire ce débat-là, mais pour moi, il n'y a rien d'acquis. Ça va bien. Et ce que je vais dire aux Beaucerons, Maxime Bernier n'a pas changé. J'ai changé de véhicule, mais je suis le même gars. Je prône les valeurs beauceronnes, de liberté, d'entrepreneurship. Et je vais faire de mon mieux pour pouvoir bien vous représenter aussi dans le futur. Où est-ce que le Parti populaire du Canada a le plus de chances de faire élire des gens? Je vous ai entendu en entrevue, vous sembliez penser que c'était plus dans l'est du pays que dans l'ouest, bizarrement. Parce que, comme tu as dit, Jeff, le parti, on est très populaire dans l'Ouest et je vais vous donner un exemple. Le Québec représente 22 de la population canadienne. Oui. Notre membership,
qui provient du Québec au Parti populaire. C'est 23 % de nos membres proviennent du Québec. Ah, c'est très bon. En Ontario, Ontario représente 38 % de la population canadienne. Notre membership provenant de l'Ontario, 37 %. Wow! OK. C'est partout pareil. On est bien répartis partout, sauf à une place, en Alberta. L'Alberta représente 11 % de la population canadienne. Notre membership provenant d'Alberta, 16 %. C'est parce que les autres, ils ont une fixation à vouloir sortir le Parti libéral, puis leur véhicule, c'est encore le Parti conservateur, peut-être. Oui, mais nous, on a plus de membres en proportion en Alberta qu'on a ailleurs, et donc les gens aiment nos idées. Mais pour répondre à votre question, ça va être, même si on est populaire en Alberta, ça va être très difficile pour nous de faire élire des députés en Alberta parce que les conservateurs gagnent par 65-70 du vote. Ouais. Donc, moi, si j'ai 25-30 % du vote, je suis encore loin d'une victoire. Je comprends. Mes gens en Alberta nous disent qu'il y a peut-être 2 comtés en Alberta qu'on risque des chances d'aller chercher. Donc, pour répondre, on est très populaire partout si on regarde par rapport à notre membership. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir des organisations dans tous les comtés. Et puis en Alberta, bien, c'est peut-être plus dur. Mais en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, ça va très bien. Puis au Québec, bien, je pense qu'on va être capable de faire élire des candidats. Si vous me posez la question, combien de candidats, Maxime? Je ne sais pas parce que je suis déjà surpris de l'ampleur de notre mouvement après quelques mois. Ce qu'on fait actuellement, on fait l'histoire. Le Reform Party, ça leur a pris 10 ans à bâtir un parti national, puis en bas de 10 ans, il n'y avait même pas des candidats dans tous les comtés et même pas des candidats dans tout le Québec. Nous, on fait ce que le Reform fait en 1 an, on fait ça en 1 mois. Et j'espère qu'on va avoir le plus de députés possible. Dernière question, je veux savoir absolument, dans tous vos rassemblements, ce qui est le plus populaire, c'est lorsque vous parlez de la CBC. Et vous avez dit récemment à une foule, je pense que c'était celle de Toronto, vous n'aimez pas la CBC, mais du côté francophone, c'est encore pire. Je veux vous entendre élaborer là-dessus. Ils sont terribles. Oui. Ben, élaborer là-dessus. Ils sont terribles. Vous le savez, ils sont on l'enfer. le comprend, mais ils sont vous savez l'enfer. autant que moi. Puis, écoutez, moi, j'écoute. C'est difficile. Actuellement, là, la dernière année, je pense que j'ai beaucoup moins écouté la télévision ou quoi que ce soit. On l'écoute plus. Regarde, on va se le dire entre nous autres, on l'écoute de moins en moins. On l'écoute de moins en moins. Donc, je le fais pour sortir des extraits. Là. Oui, je sais, tout est bon. Tout est fait fort. Mais vous avez raison, puis les gens comprennent. Et effectivement, ici au Québec, c'est aussi pire que CBC. Là. Mais je veux qu'ils reviennent à leur mandat. T'sais, si vous êtes bon, les gens doivent être capables de vous écouter en payant pour vous écouter. Oui, mais c'est biaisé, c'est pas écoutable. C'est ça le problème. C'est que, il y en a une, c'était où? C'était à CBC, la fille qui a dit le gouvernement regarde pour les déficits. Est-ce que c'est grave les déficits? Je pense pas. C'est Rosemary Barton. Oui, c'est ça. Elle a dit carrément, c'était pas l'éditorial, elle a dit faux. Regarde, c'était l'enfer. Maxime Bernier, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir donné cette opportunité. Combien Jeff. de temps on a fait? Oh, je sais pas. Aucune idée. On a fait 1 heure. Le temps passe vite. Le temps passe très, très vite. Anytime. OK? Merci. Avant la campagne, juste avant ou après, pendant la campagne. Nous autres, on est des supporters, donc on salue l'initiative et le courage que ça prend. Donc, bonne chance à Maxime Bernier et toute son équipe. Je pense que ça va faire du bien. Le Canada était dû. Puis, vous pouvez compter sur nous autres, on est là. Ben, merci. Maxime Bernier est avec nous. On va faire une pause. On revient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate et sur jeffillion.com. Radio Pirate.com. La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com.